on peut y aller. Alors, Jacob Cohen, bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases? Donc, je suis né au Maroc, dans une ville moyenne, Meknès, qu'on considère comme une ville impériale parce qu'il y a des vestiges de l'empire chérifien. Et on avait un quartier juif qui était très important, parce qu'on était entre 15 000 et 20 000 personnes. Et il était uniquement juif, c'est-à-dire on était 100% de population juive. On avait nos écoles, nos magasins, bien que nos parents, mon père par exemple, avait un magasin, une espèce d'épicerie, dans un quartier musulman. Donc il sortait du quartier pour aller travailler dehors, comme mon oncle était menuisier, et il avait son atelier dans la ville européenne. Mais on vivait vraiment très entre nous, dans une ambiance très juive, c'est-à-dire très orthodoxe, pas orthodoxe au sens actuel du terme, mais disons traditionnel. Le Shabbat, tout était fermé, enfin, il y avait énormément de synagogues, les gens allaient prier 3 fois par jour, enfin souvent. Et donc j'ai grandi dans cette atmosphère assez particulière. Bon. Et après, j'ai fait des études à Casablanca de droit. Je suis allé à Paris. J'ai fait des études de Sciences Po et de droit. Et puis, je suis allé vivre au Canada. Je suis allé vivre au Canada parce qu'il fallait décider d'une carrière. Et j'avais... Comment dire, j'ai peut-être tout fait pour ne pas m'embarquer dans une carrière. Bien que j'étais très bon en termes d'études. J'ai eu des diplômes, etc. Donc c'était une espèce de fuite en avant, et puis voilà. Donc j'ai vécu au Canada quelques années, je suis retourné au Maroc pour des raisons un peu privées, et j'ai fait maître assistant à la fac de droit pendant 10 ans. Et ce qui m'a permis de redécouvrir le Maroc, que je ne connaissais pas du tout, parce que les Juifs au Maroc, nous avons vécu dans une espèce de coexistence avec les musulmans, mais comme des frères ennemis, ou comme des cousins qui s'aiment et qui se détestent, qui ne se connaissent pas. Donc on avait toujours une espèce de méfiance réciproque, et je connaissais presque rien de la société marocaine. Donc il a fallu que, quand je suis retourné, je me suis vraiment immergé dans la société marocaine, et ce qui m'a permis d'ailleurs d'écrire des romans très marocains, et de connaître suffisamment aujourd'hui l'actualité marocaine pour qu'on me pose des questions. Enfin, récemment, j'ai fait une conférence, j'ai fait une interview qui a eu pas mal d'écho pour un site, le plus grand site marocain qui s'appelle Express. Donc, je suis redevenu, si on peut dire comme ça, un intellectuel marocain, un citoyen marocain fier de ses origines. Voilà. Et disons, oui, il y a un côté, c'est que en tant que juif, on a grandi dans une espèce d'amour naturel pour Israël, sans véritablement savoir quoi que ce soit de ce pays, sans vouloir nécessairement y aller. Au contraire même, Israël avait une mauvaise réputation dans le Méla de Meknès, parce que les sionistes étaient venus, ils avaient ouvert un bureau, et le Shabbat, ils le profanaient. Ils mettaient de la musique, etc. Donc ils étaient très mal vus. Et à 16-17 ans, on m'a proposé d'entrer dans un mouvement sioniste clandestin. Ce que j'ai fait, évidemment, parce que bon, j'ai tout. Le mot clandestin, le mot sioniste, je rêvais d'aventure. C'est un peu comme une espèce de service secret. Mais en fait, c'était une espèce de lavage de cerveau. Et j'ai failli même aller en Israël, au kibbutz, etc. Bon, ça, c'est pas fait. Et donc, j'ai grandi, j'étais vraiment imbibé de culture juive, de tradition et du sionisme. Et petit à petit, je me suis détaché de tout ça. D'abord du judaïsme, et ensuite du sionisme. D'accord. Dans votre livre « Du danger de monter sur la terrasse », on voit donc une population juive qui est prise entre deux feux, avec d'un côté les enlèvements d'enfants et d'un autre côté les sionistes justement qui les incitent à partir en Israël. Mais on voit qu'une fois sur place aussi les familles sont éclatées, les gens sont déracinés et en fait le Méla s'est vidé en quelques années, c'est ça? Quelques dizaines d'années. Oui, effectivement, c'est-à-dire que les sionistes sont arrivés dès 1948
et ils ont essayé par tous les moyens de faire partir les gens. Ils n'avaient pas réussi au début. Il leur a fallu presque 10 ans pour commencer réellement à faire partir les Juifs. Et en fait, on a créé les conditions, comment dire, d'instabilité, de peur de l'avenir, et puis en même temps, le fait de faire partir quelques familles entraînait une espèce d'effet boule de neige, parce que les gens se connaissaient. Donc quand ma tante est partie, mon père a dit oui, enfin bon. En fait, il y a une espèce de panique un peu générale qui s'est emparée des Juifs, enfin surtout des Juifs marocains ou de Meknès qui n'étaient pas très instruits. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas réellement d'avenir ailleurs qu'en Israël. Pourquoi? Parce que les sionistes leur proposaient de prendre tout en charge pour les emmener en Israël. Alors qu'à partir des années 60, 64, 65, les Juifs qui avaient des moyens financiers, qui avaient des diplômes, ne sont plus allés en Israël. Ils sont allés au Canada, en France, en Espagne, etc. Et à peu près la moitié des Juifs marocains est allée ailleurs qu'en Israël. Donc en fait, ceux qui sont partis en Israël, c'était presque comme des otages. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de partir, et comme ils ne pouvaient pas aller dans un pays occidental parce qu'ils ne parlaient ni la langue, n'avaient pas de diplôme, etc., ils sont partis en Israël. Et ces gens-là, en arrivant en Israël, il y a eu un phénomène colonial qui s'est installé, c'est-à-dire que les Juifs ashkénazes, l'establishment ashkénaze, donc occidentalisés, européanisés, etc., avaient besoin de ces Juifs arabes, parce que pour peupler le désert, pour faire des soldats, pour faire des ouvriers de basse extraction, mais en même temps ils les méprisaient, parce que ils leur rappelaient les Arabes, d'ailleurs ils les appelaient les Arabes. Et donc il y a eu un phénomène que Albert Memmi a décrit dans le portrait du colonisé, un phénomène de domination coloniale, de domination d'abord économique, c'est-à-dire les Juifs marocains étaient parqués dans des cabanes, dans des baraquements, on leur donnait les jobs les plus dégueulasses, on les maltraitait, ils n'allaient pas à l'université, etc. Et en même temps, un racisme culturel. On se moquait d'eux. Par exemple, les Juifs marocains, moi je me souviens, ils avaient du mal à jouer leur musique dans les mariages. Ils ont eu du mal pendant 20-30 ans. Ils avaient honte de la jouer. Ils avaient honte de parler arabe, leur langue maternelle. C'est-à-dire, en fait, on les a tellement diminués, on les a harcelés, qu'ils se sont sentis réellement eux-mêmes, ils se sont mis dans la peau de colonisés. Et donc il y a eu ce rapport colonial qui s'est instauré. Et cette famille marocaine que j'ai décrite de Meknès, qui a eu le malheur d'avoir une de leurs filles enlevée et convertie à l'islam, et ne comprenaient pas qu'on les traite de cette façon. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils demandaient? Tout simplement un appartement pour être à côté d'une famille. Et on les a envoyés dans le désert, on se foutant de leur gueule. Vous savez, le coup de la carte, là, quand on leur montre, c'est réel. C'est arrivé à ma tante, c'est arrivé à plusieurs membres de ma famille, pour envoyer les Juifs marocains qui n'ont jamais vu une carte de leur vie. Quand ils disaient, par exemple, je veux aller à Paris, alors on leur disait, vous pouvez aller à Orléans, regardez sur la carte, c'est tout près, vous pouvez aller en 5 minutes. Et donc ils signaient, etc. Enfin, il y a eu réellement 20 ans de racisme terrible, bon, qui petit à petit tend à disparaître et à s'atténuer. Oui, on voit pour cette jeune fille qui se fait enlever, donc oui. Pour la famille, c'est pire que la mort. Ah oui, tout à fait. C'est le déshonneur suprême, que la fille ait été convertie à l'islam. Parce que dans ces communautés, vous savez, il y a des gens qui sont prêts à perdre leur vie plutôt que leur religion. Comme au Moyen-Âge, enfin comme dans un certain temps, fut un temps dans l'histoire, où des catholiques ou des protestants ou des juifs ou des musulmans préféraient sacrifier leur vie plutôt que leur foi.
Et donc, une fille qui est enlevée et convertie à l'islam, c'est pire que la mort. Ils auraient voulu la voir mourir. Que cette situation-là. Et en même temps, je voulais montrer l'impuissance de cette famille devant cet état de fait. Et c'est ça aussi qui a poussé les Juifs à partir. C'est-à-dire qu'en fait, l'indépendance du Maroc a, d'une certaine façon, hâté le départ des Juifs. Pourquoi? Parce que tant que la France était là en tant que puissance protectrice, elle servait plus ou moins d'amortissement. C'est-à-dire, elle était entre les deux communautés et c'était la puissance qui avait une justice, une police, enfin, quand même une organisation étatique. Et là, les Juifs se sont retrouvés directement face à un gouvernement musulman, un pouvoir musulman, et ce pouvoir musulman ne pouvait pas leur accorder les mêmes droits qu'aux autres, même si officiellement on leur disait vous avez les mêmes droits, vous êtes citoyens, mais c'était impossible, parce que la société marocaine est une société tribale, clanique, familiale, et il y avait un parti politique qui s'appelle l'Istiklal, qui avait intérêt à ce que les Juifs s'en aillent, parce que c'était leurs concurrents, les Juifs étaient leurs concurrents directs, dans la haute fonction publique, dans le commerce, le business, etc. Et donc les Marocains aussi, enfin une certaine classe dirigeante marocaine avait intérêt à ce que les Juifs s'en aillent. Donc tout ça a fait en sorte qu'en quelques années, la situation des Juifs est devenue instable, et donc les gens préféraient partir. Vous savez, à partir des années 60, tous les bacheliers juifs, tous, je dis 100% des bacheliers juifs, passaient le bac français et s'en allaient sans retour. Donc en fait, c'était une espèce de divorce à l'amiable, parce qu'on ne le disait pas, mais c'était un divorce inéluctable. Moi, quand j'ai eu ma licence en droit, j'étais major de ma promotion, mais en même temps, je me disais, mon avenir n'est pas ici. On ne m'avait rien fait, mais on a développé dans notre inconscient le fait que l'avenir du juif n'était plus au Maroc. D'ailleurs, la famille dont la fille est enlevée, vous savez, c'est arrivé en réalité au Maroc, il y a eu plusieurs filles. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'écrire cette histoire? C'est qu'un jour je suis tombé sur cette affaire qui avait des filles juives enlevées par des musulmans et converties à l'islam. Et alors, ce qui était terrible, c'est la réaction des Juifs du Maroc. Au lieu, ils n'allaient pas réclamer la restitution de la fille et la condamnation des coupables. C'est ça qui est terrible. Ça veut dire qu'on était dans une situation de soumission absolue. Moi, j'ai vu les facsimilés du magazine des Juifs. Enfin, on publiait un magazine des Juifs marocains, La Voix des communautés, où ils suppliaient les autorités que de tels actes ne se reproduisent pas. C'est terrible de voir ça. Et donc, finalement, c'était des gens qui étaient psychologiquement condamnés au départ. Ouais. Ensuite, dans votre livre, oui. Le commando Hébron, donc sans déflorer l'histoire, c'est une histoire d'amour un petit peu pire que Roméo et Juliette, on va dire, puisque l'homme est donc de confession musulmane, la femme de confession juive, et c'est plutôt pas trop mal pris, on va dire, du côté de la famille du jeune homme. Et du côté de la jeune fille, par contre, c'est beaucoup plus complexe. Et vous parlez aussi dans ce livre, donc j'ai relevé les termes de printemps arabe et d'hiver islamique. Est-ce que cet hiver islamique dont vous parlez ne laisse pas entrevoir déjà la création de l'État islamique? Alors attendez. Et en quoi cet État islamique est bénéfique à Israël aussi? D'accord. Non, si j'ai parlé d'État islamique, je l'ai mis dans la bouche de quelqu'un d'autre. Oui, non, j'extrapole après. D'accord. Parce que c'est pas ma conviction. Oui, non, oui, d'accord. Je vous pose la question. Est-ce que ça ne vient pas de là?
là maintenant c'est une question plutôt sur le printemps arabe et l'hiver islamique. Oui. Non, moi j'ai une interprétation du printemps arabe, je fais l'interprétation suivante. Pour moi, c'était la première vraie révolution dans le monde arabe depuis l'indépendance des États arabes. La première. Il n'y a jamais eu auparavant une révolution aussi réelle, aussi démocratique, pour la première fois. C'est ça, depuis la création des États arabes, après 60 ans de dictature, sous quelque forme que ce soit, avec, je ne juge pas ces dictatures, mais en tout cas, il y avait des dictatures. Pour la première fois, le peuple s'est soulevé, a réclamé la liberté, et il y a eu des élections libres, réellement libres. Bon. Il se trouve que pour des raisons qui seraient longues à développer, il y a eu des partis musulmans, j'aime pas le terme islamique imposé par l'Occident pour diaboliser justement ces gens-là. Il se trouve que ce sont les partis religieux qui ont gagné. Bon. Mais c'était le début d'un processus. C'est-à-dire, il aurait fallu vivre avec ce régime pendant 3-4 ans, et puis après, il y aurait eu d'autres élections, et ainsi de suite. C'était un apprentissage de la démocratie. Il ne fallait pas rêver, c'est-à-dire la démocratie réelle, totale, absolue, n'allait pas descendre du ciel comme un cadeau. Donc c'était le début d'un processus. Mais ce processus effrayait énormément l'Occident et les régimes arabes conservateurs, c'est-à-dire les monarchies, etc. Pourquoi ? Parce que moi je fais la distinction entre les régimes religieux qui sont établis en Tunisie et en Égypte, avec d'autres systèmes religieux comme ceux d'Arabie Saoudite. Parce que je connais un peu les religieux, d'ailleurs on me reproche des fois de soutenir, enfin en tout cas, je ne suis pas religieux, mais moi je défends ce courant de religion politique ou d'islam politique tel qu'il s'est développé au Maroc et tel qu'il s'est développé en Tunisie et en Égypte. Pourquoi ? Parce que ce mouvement est le premier qui s'oppose réellement à la domination occidentale, à la domination impérialiste, c'est-à-dire la domination intellectuelle, la domination culturelle, la domination économique. C'est un mouvement qui veut se libérer de cette emprise et qui veut chercher une voie dans la dignité et dans l'authenticité. Je l'ai ressenti comme ça en côtoyant ces gens-là au Maroc. Et d'ailleurs, une des premières mesures que ces régimes-là, en Tunisie et en Égypte, ont mises en avant, c'était la rupture avec Israël, avec le sionisme, et le refus de toute négociation avec eux. Et c'est probablement ça qui a précipité leur perte. Parce que l'Occident et l'Arabie Saoudite, etc., ne pouvaient pas tolérer de telles dérives. Alors on les a transformés, évidemment, en régime obscurantiste. Mais le régime d'Arabie Saoudite, il n'est jamais critiqué en Occident, alors qu'il est pire que tout autre régime musulman en Égypte ou en Tunisie. Et pourtant, il n'est jamais critiqué. Pourquoi ? Parce que c'est le chouchou de l'Occident. Il leur vend du pétrole, il achète les armes, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Alors que les régimes religieux en Tunisie et en Égypte, c'était l'horreur parce qu'ils voulaient leur indépendance, leur vraie indépendance. C'est-à-dire se détacher de l'emprise extérieure impériale. Et c'est là le vrai danger que l'Occident a ressenti très vite. Et grâce aux médias, etc., grâce à la complicité d'une classe que je considérais comme la classe Facebook de ces jeunes pays, la classe Facebook au Maroc, la classe Facebook en Tunisie, en Égypte, qui veulent être comme ceux de New York, de Paris, de Berlin. On les allèche avec ce genre de comparaison, on leur dit mais non, vous êtes comme nous, il faut vivre comme nous, etc. Et qui ont permis de donner cette image
atroce de ces régimes. Vous vous souvenez comment Fabius a parlé, il avait dit nous surveillerons l'évolution de la femme en Tunisie. Mais de quel droit? Et pourquoi il ne le fait pas en Arabie Saoudite, où la femme ne peut même pas conduire une voiture? Pourquoi? Pourquoi la Tunisie? Pourquoi cet acharnement? Justement, c'est là parce que le vrai danger venait de là-bas. Et moi, je crains qu'aujourd'hui, on soit vraiment revenu en arrière. C'est-à-dire, avant qu'il y ait une prochaine révolution, réellement démocratique, il se passera peut-être, je sais pas moi, 1 ou 2 décennies, enfin, je ne sais pas. D'accord. Ensuite, comment est-ce que vous pourriez donner une définition du fait d'être juif? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je vois qu'il y a des juifs athées. Oui. Alors, est-ce que c'est avoir un attachement à Israël? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une race? Comment est-ce que vous pourriez... Bon, il y a plusieurs manières d'être juif, ou de se considérer, parce que, enfin, il y a plusieurs manières de se considérer comme juif. Moi, je me considère comme juif, c'est-à-dire que pour moi, être juif fait partie de mon identité. C'est-à-dire, moi j'ai une identité multiple. Je suis juif, je suis arabe, je suis marocain, je suis français, je suis anarchiste, je suis anti-impérialiste, je suis anti-sioniste, tout ça fait partie de mon identité. Le fait juif vient que je sois né, l'histoire m'a fait naître dans un ghetto. Dans un ghetto, j'ai reçu une éducation juive très forte, très profonde, très structurée, et dont je ne peux pas me débarrasser. Ça veut dire qui est là en moi. C'est pas. Un jour, j'avais dit à Gilad Atzmon, je ne peux pas me débarrasser de ma culture, de mon histoire juive, comme on enlève une chemise. Je suis né avec, et je l'assume. Et donc, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois athée, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, le problème qui se pose à ceux qui regardent ça de l'extérieur, c'est comment on peut être juif et athée. Parce que juif est une religion. Alors, être juif maintenant, je dépasse mon cas personnel pour élargir le débat. Être juif, c'est pas seulement une religion. Pourquoi? Parce que les conditions historiques ont fait du juif un être qui a vécu dans des conditions particulières pendant des siècles. C'est-à-dire dans des espaces fermés, dans des ghettos, soumis aux lois de la majorité. C'est-à-dire on les a empêchés d'exercer certaines professions, de faire partie de certaines corporations, par exemple les corporations d'artisans, de posséder de la terre, etc. Donc on les a cantonnés dans certaines professions de commerce, d'échange. On a soumis à certaines règles leur présence dans des pays, c'est-à-dire on les a interdits dans certains pays, on les a expulsés, etc. Et donc, tous ces siècles de vie de minoritaires soumis à ces règles ont créé une espèce d'identité particulière qui dépasse la religion. C'est-à-dire qu'on pouvait, je ne sais pas, moi je peux citer quelques noms comme ça, enfin, je veux dire, Freud n'était pas du tout religieux, je veux dire, Marx n'était pas religieux, etc. Mais en même temps, ils ont hérité, il y a eu un héritage juif, voilà, qui pouvait être, qui n'avait rien à voir avec la religion, mais qui avait à voir avec l'histoire, avec la culture. Mais en même temps, c'est difficile de généraliser, d'établir des règles pour tout le monde. Parce qu'il y a plusieurs manières d'être. Il y a des gens qui ont grandi, par exemple, moi j'ai une amie qui a grandi dans une famille juive, mais je considère, et d'ailleurs elle se considère aussi de cette façon-là, elle n'est plus juive. C'est-à-dire, un jour j'ai dit dans une vidéo, moi j'ai 2 filles, ma part juive est très importante dans mon être, mais mes 2 filles n'auront presque rien de cet héritage-là. Voilà, donc en fait ce sont les circonstances historiques qui font du juif quelqu'un, qui ont fait d'abord du juif quelqu'un de particulier en termes d'identité, mais en même temps c'est une identité
comment dire, qui évolue. Je ne sais pas si vous êtes un Woody Allen par exemple, il évolue vraiment différemment qu'un membre du CRIF par exemple. Enfin, je ne sais pas. En fait, c'est très variable. Selon où vous avez grandi, selon votre histoire. Il y a énormément de mariages mixtes, ça on le sait pas. C'est-à-dire, il y a énormément de juifs. Vous savez, il y a une vidéo où un rabbin dit que les mariages mixtes, c'est un nouvel holocauste. C'est l'équivalent de la Shoah. Parce qu'effectivement, il y a énormément de juifs aux États-Unis, en France, etc., qui se marient, comme moi par exemple, avec des conjoints non juifs. Donc en fait, c'est une identité qui est très volatile, Bon, c'est vrai qu'il y a un noyau dur aujourd'hui. Bon. Et donc, la question d'Israël est venue polluer un peu la définition du juif. Parce qu'avant, le juif se définissait, il avait sa manière d'être, de vivre, et il essayait plus ou moins de s'émanciper et de s'intégrer à la société dans laquelle il vivait. Vous savez, en France, il y avait des Français, des Juifs français qui étaient militaires de carrière, qui faisaient de Polytechnique dans les années 20, 30, etc. Et ils essayaient même presque de s'évanouir, de disparaître dans la société. Mais la question d'Israël est venue un peu polluer cette identité, parce qu'elle a apporté une dimension nationale qui a troublé comment dire, il y a beaucoup de juifs aujourd'hui qui se définissent plus par rapport à Israël que par rapport à leur histoire propre, à leur origine, à leur je sais pas, ce qu'ils ont peut-être. Moi, je considère que ce que j'ai reçu en tant que juif, c'est-à-dire en tant que culture juive, éducation juive, etc., pour moi, c'est un enrichissement. C'est un plus, voilà. C'est-à-dire c'est un enrichissement que j'ai reçu sans le vouloir, parce que je suis né. L'histoire m'a fait naître quelque part. Voilà. Et il y a, aujourd'hui, certainement, il y a des juifs les juifs se définissent plus par rapport à Israël. Et Israël est devenu, c'est-à-dire les sionistes ont réussi leur coup dans la mesure où ils ont imposé à beaucoup de juifs de la diaspora de se penser par rapport à Israël. C'est-à-dire Israël, et le sionisme veut devenir le phare du monde juif, le point de repère du monde juif. Et moi, c'est mon interprétation, c'est-à-dire que le peuple juif va payer très cher cette identification. Parce que le destin d'Israël est de sombrer, historiquement parlant, pour moi en tout cas. C'est-à-dire que Israël, historiquement parlant, n'a pas d'avenir. En tant qu'État juif, il est dans une région hostile. Aujourd'hui, il est très fort militairement parlant, mais sa légitimité est en train de prendre des coups. Et donc, finalement, même la notion d'État juif va devenir de plus en plus pesante pour la communauté internationale. Et comme cet État ne peut vivre que dans la guerre, dans la violence, enfin, ça c'est un autre débat. Et donc, le fait de lier le destin, que les Juifs lient leur destin à celui d'un pays colonial, occupant et tout, sans le critiquer, je pense que le peuple juif payera cher cette aventure-là. Voilà. D'accord. Justement, en parlant d'Israël, oui. On ne peut pas dire que l'antisémitisme correspond à une attaque à la population d'Israël, puisqu'en fait, il y a 95%, c'est ça, d'Ashkénazes et 5% de Séfarades. Mon Dieu, non. Oh non. Il y a 50-50. Il y a plus de Séfarades que d'Ashkénazes. Plus de Séfarades que... Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une légère majorité séfarade aujourd'hui. Non, je ne sais pas d'où vous sortez ces chiffres. Pardon. Non, il y a plus de 50% de juifs séfarades. D'accord. Voilà. Et donc, oui. Oui, donc l'antisémitisme ne peut pas être une attaque, enfin, si tant est que ce mot est une définition qui puisse s'adapter à la population de l'État d'Israël. Je n'ai pas très bien compris le sens de votre question. En fait, on ne peut pas parler d'antisémitisme par rapport à du racisme qui serait fait envers l'État d'Israël.
Non, en fait, c'est l'État d'Israël qui veut transformer la critique du sionisme et de l'État et de sa politique en de l'antisémitisme. Parce que pour lui, c'est très pratique. C'est-à-dire que, en fait, c'est Israël qui a lancé ce débat, enfin, qui veut imposer même cette façon de voir. Parce que, il est évident que ce n'est pas de l'antisémitisme. Je veux dire, quand les pays arabes ont voulu s'attaquer à Israël, ont voulu empêcher la naissance de l'État d'Israël, ils n'avaient rien contre les Juifs, en tant que tels. Je veux dire, c'est complètement aberrant. Quand des gens critiquent la politique d'Israël, quand les gens disent par exemple qu'ils sont antisionistes, c'est-à-dire comme moi par exemple je dis je suis antisioniste, ça veut dire que pour moi le destin d'Israël, enfin Israël court à sa perte, c'est-à-dire que c'est une aventure qui va se finir tragiquement avec la disparition de l'État juif. C'est pas de l'antisémitisme, c'est juste un fait colonial qui s'est implanté, qui s'est développé dans une région hostile et qui ne pouvait vivre que de façon agressive, sans possibilité de s'intégrer à cette région, et qui finalement suscite l'hostilité de la région et du monde, et qui finira par disparaître de son arrogance et de sa puissance, etc. Et donc l'antisémitisme n'est qu'une arme qui a marché d'ailleurs pendant un certain temps, mais qui marche de moins en moins. Et il est vrai que jusqu'à présent, il tente encore par exemple, quand Valls dit l'antisionisme, c'est l'antisémitisme, c'est une soumission à la propagande sioniste, c'est une soumission à la propagande du CRIF. Mais qu'est-ce qu'il y a il n'y a rien d'antisémite dans le fait de ne pas vouloir un État juif. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais enfin, est-ce que les Juifs ont droit à un État? Est-ce qu'ils n'auraient pas droit à un État? Pourquoi ils n'auraient pas droit à un État? Mais la question ne se pose pas comme ça. Il n'y a pas un organisme indépendant qui dit tel peuple a droit à un État. Est-ce que le peuple kurde n'a pas droit à un État? Pourquoi il n'aurait pas droit à un État? On lui a promis un État au peuple kurde. Seulement, les intérêts nationaux ont fait en sorte qu'il n'a pas eu cet État et qu'il ne l'aura probablement jamais. Donc, ce n'est pas le fait que ça veut dire avoir droit. Non, le peuple juif s'est arrogé le droit d'avoir cet État. Et il y a eu les conditions historiques qui ont fait qu'il a pu l'avoir. Mais c'est tout. Mais en fait, et d'ailleurs, lui-même, il s'est mis il s'est mis dans des conditions telles que cet État ne pourra pas perdurer. D'accord. Je vous vois sourire. Ça va. Non, j'allais dire le lobby juif est plus puissant que le lobby kurde, c'est ça? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Non. C'est vrai que le lobby juif est plus puissant que le lobby kurde. Mais en même temps, vous savez, on pense, quand on voit la puissance d'Israël aujourd'hui, vous savez, la création d'Israël, moi qui ai étudié d'assez près le sionisme, les années 20, 30, etc., parce que j'ai fait partie de ce mouvement sioniste, donc on a appris l'histoire. Vous savez, la création d'Israël est presque... c'était pas garanti, hein. C'était pas sûr, loin de là. Donc c'est pas le projet occidental, on va créer un État fort pour... Non, c'est arrivé aussi. Mais ce n'était pas, c'était pas gagné d'avance. Voilà. C'était loin d'être gagné d'avance. Donc, mais c'est avec le temps que les pays occidentaux ont découvert l'intérêt d'avoir un allié au Moyen-Orient qui est Israël. Et d'ailleurs, il a rendu des services extraordinaires. Le monde arabe, s'il est dans l'état où il est aujourd'hui, c'est-à-dire dans un état de décrépitude, c'est grâce à Israël. Le monde arabe, imaginez 22 pays arabes qui avec leur richesse de pétrolière, leurs capitaux, etc., ils ne jouent aucun rôle. Enfin, je veux dire, ce sont des pantins. Pour moi, le monde arabe est un monde de pantins. C'est dramatique quand on voit cette civilisation, ces grands pays se soumettre. Enfin,
Non, c'est-à-dire ils sont devenus les caniches d'Israël et de l'impérialisme, mais moi je ne crois pas que c'était comme ça avant, c'est-à-dire que ce n'était pas planifié de cette façon-là. La question c'est de savoir, Ce sont des choses qui sont venues avec l'histoire. Monsieur Cohen, la question est de savoir quel aurait pu être l'intérêt des pays arabes de se coller au sionisme. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, c'est quoi leur business? Les Saouds, vous connaissez l'histoire des Saouds? On dit qu'ils sont pas vraiment musulmans. Quand vous voyez de façon leur... C'est-à-dire que c'est incroyable, c'est les gardiens de Médine et de la Mecque, et ils sont complètement soumis, non pas aux juifs, mais au sionisme. C'est essentiel comme question. Pourquoi? Parce que derrière Israël, il y a l'Amérique. C'est-à-dire... Derrière l'Amérique et Israël. Parce qu'au Congrès, quand tout le monde se lève pour applaudir Netanyahou, hein, les PAC, le lobby, compagnie, hein, est-ce que l'Amérique est derrière Israël ou Israël est derrière l'Amérique? Quand on connaît le cinéma, quand on connaît Wall Street, quand on sait qui tient ces affaires-là, qui sont deux armes de propagande de haute volée, on a le droit de se poser la question. Bien sûr. Ensuite, j'aurais voulu que vous nous parliez en quelques mots de la loi Guesso. Donc, c'est le seul fait d'histoire qu'on ne peut contester. Vous le rappelez dans une vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? D'abord, je ferai remarquer que la loi Guesso date de 1990, c'est-à-dire à une époque, vous savez, de 1945 à 1980 à peu près, on a très peu parlé de la Shoah. La Shoah n'était pas un sujet intéressant. Il n'était même pas un terme inventé encore à l'époque. C'est-à-dire que c'était bon. Et en fait, il a été, comment dire, instrumentalisé. Il a été inventé, instrumentalisé, mis en avant. Pourquoi? Parce que dans les années 80, il y avait la première intifada. Première intifada, elle avait mis Israël, pour la première fois, envoyé en Israël un État occupant, un État colonial. Une armée ultra puissante face à des jeunes qui lancent des pierres et qui a duré 3-4 ans. Et ça, c'était une image terrible. Vous savez que dans les années 70, jusque dans les années 70, vous êtes jeune pour le savoir, mais ça va vous paraître absolument extraordinaire, il y avait des dizaines de milliers de jeunes Européens, quand je dis bien des dizaines de milliers, qui faisaient leur pèlerinage spirituel dans les kibbutzim israéliens. Un pèlerinage spirituel. Ils allaient s'imprégner d'humanisme sioniste. Et alors qu'Israël venait de conquérir la Cisjordanie, le Sinaï et le Golan. Et donc occuper ces régions-là, était sous les bottes des sionistes. Et pourtant, l'image d'Israël était... Moi, je me souviens, j'allais dans ces kibbutzim, je voyais ces jeunes, moi, j'allais pas dans les kibbutzim, j'allais passer 2-3 jours, mais je voyais ces jeunes des Suédois, des Allemands, des Français, etc. Projet positif. Qui travaillaient 8 heures par jour pour le kibbutz, pour rien. Ils dormaient sur un lit de camp. C'était un projet socialiste. Et donc ils avaient... Et puis dans les années 80, le réveil nationaliste palestinien, des jeunes qui s'attaquaient à des tanks, qui s'attaquaient à une armée puissante. Et là, Israël devenait vraiment le pays impérial, le pays colonial par excellence. Et l'image qu'il donnait était terrifiante. Et moi, je crois que la loi Guesso, comme d'autres, comme par exemple le développement, les voyages à Auschwitz, les films Shoah, etc., tout cela est parti de ce constat. Il fallait défendre Israël. Mais défendre comment? Alors, il fallait défendre en faisant référence à la Shoah. Et la référence à la Shoah, la référence comme une religion, comme dernier rempart pour Israël, c'était et la loi Guesso fait partie de cet arsenal pour défendre Israël. In fine, pour défendre Israël. C'est-à-dire que, parce que la Shoah, vous savez,
c'est juste, j'ouvre une parenthèse. La Shoah est enseignée aux Chinois, qui n'ont rien à voir, aux Russes. C'est-à-dire il y a des professeurs chinois qui vont à Yad Vashem, c'est-à-dire le mémorial en Israël, pour être formés à enseigner la Shoah. Des Chinois, des Russes. C'est une victoire extraordinaire. Il y a le projet Aladdin. Le projet Aladdin, il a été inventé, enfin il a été mis en avant il y a quelques années par des gens bien intentionnés. Pour le projet Aladdin est destiné aux populations arabes. C'est quoi, monsieur, le projet Aladdin? Le projet Aladdin est tourné vers les pays arabes. C'est pour enseigner la Shoah aux populations arabes, aux pays arabes. Et donc il y a des conférences, etc. Si vous tapez Aladdin sur Google, vous allez trouver les télégrammes de M6, des dirigeants arabes qui coopèrent avec ce projet parce qu'ils disent que la Shoah, il faut la connaître, etc. Donc tout ça fait partie de quoi? C'est-à-dire que c'est un rempart, c'est un des remparts pour la défense d'Israël. Parce que qui dit Shoah dit la souffrance du peuple, etc. Et que donc on ne peut pas leur en vouloir, ce sont des gens, ils ont souffert, c'est terrible, etc. Et donc la loi Guesso fait partie de cet arsenal et qui impose, je dis une chose, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, la première et probablement la seule fois où un fait historique qui en principe appartient aux historiens, un fait historique est délimité par la loi. La loi impose une interprétation d'un fait historique. On n'a pas le droit de dire dans l'histoire ce qui s'est passé, de faire des recherches. On n'a pas le droit. Et si on les trouve, on n'a pas le droit de les publier. Et vous savez, il y a une... Et d'ailleurs, c'est amusant. Enfin, c'est amusant. Si vous avez suivi la polémique que le livre d'Éric Zemmour a suscité sur Pétain. Bon, voilà. Sujet intéressant, monsieur Cohen. Ça fait partie de la même dialectique. Pourquoi? Parce que Manuel Valls a déclaré il y a quelques jours que c'est pas bien de bouleverser l'interprétation historique qui est établie. Ça veut dire, attention, on a établi la doxa une bonne fois pour toutes. Voilà, Pétain, ça a été très mauvais. Or, il y a des historiens comme Robert Aron, qui n'est pas n'importe qui. C'est un historien que tout le monde respecte. Il y a Hilberg, et surtout, il y a Aron un et qui gêne. Hilberg sont juifs? Est-ce qu'ils sont juifs? Oui, et il y a un qui gêne beaucoup, c'est Alain Michel, qui est israélien, rabbin, et qui vient de publier un livre qui s'appelle La Shoah, et Pétain, quelque chose comme ça. Et je l'ai entendu moi-même sur une radio juive, au grand effroi du journaliste juif qui l'interrogeait, et qui disait, ben oui, il faut reconnaître que Pétain a sauvé des juifs, énormément de juifs. Il s'est battu avec les Allemands, on peut lui reprocher des tas de choses d'autres, ça c'est sûr. Mais il a sauvé des milliers de juifs. La France est probablement le seul pays en Europe où une grande partie de la communauté juive a été sauvegardée. Alors que dans les autres pays, en Hollande, etc., les juifs ont quasiment disparu. Et bien ce fait historique, même ce fait qui est historiquement établi, qui est défendu par des historiens, dont un rabbin juif, on ne veut pas l'entendre. C'est-à-dire on veut conserver cette espèce d'interprétation historique qui arrange Israël, qui arrange le CRIF. Et la loi Guesso, le problème avec la loi Guesso, c'est quoi? Moi je l'ai dit dans une interview, c'est que je peux parier, enfin je ne serai probablement pas là, mais je peux parier que dans quelques années, dans quelques décennies, on dira que la Shoah n'a jamais existé. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est ce que disent, c'est ce qu'on dit au Maroc, par exemple, dans les pays arabes, où la parole est libre, enfin dans ce domaine-là. C'est que la Shoah, l'interprétation de la Shoah, les chiffres de 6 millions, etc., nous sont imposés par la loi. Or, le jour où on pourra se débarrasser, où il n'y aura plus ce lobby pour nous imposer cette loi, on dira, ah, ça n'a pas existé puisqu'on nous a forcés à le penser. Mais malheureusement, la loi Guesso montre la puissance de ce lobby aujourd'hui, enfin depuis quelques années et aujourd'hui,
il est au fait de sa puissance et il se croit tout permis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il peut se permettre de le penser, mais vous savez, l'histoire, elle tourne. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de contestations, et je crois que cette loi finira, enfin, cette loi ou d'autres finiront par sauter. D'accord. Et à ce propos, si vous aviez un message à faire passer au professeur Forisson, quel serait-il? Je dirais que Forisson, dont je ne connais pas en détail les travaux, j'en suis navré parce que c'est une question qui ne m'a jamais, enfin dans laquelle je n'ai pas eu l'occasion, ni le temps, ni l'intérêt d'approfondir. Je dirais ceci, c'est qu'il fait partie, comme Garaudy, qui est pour moi un des plus grands penseurs du XXe siècle, comme Dieudonné, comme Soral. Il fait partie, malheureusement pour lui, des personnes que le système a réussi à diaboliser, dont le nom seul, sans le souffle, dont le nom seul suffit à susciter des réactions terribles. Et donc voilà, enfin, c'est-à-dire, on n'a jamais, enfin à ma connaissance, si je, le peu que je connais du sujet, à ma connaissance, on ne l'a jamais invité à débattre. On ne l'a jamais invité à échanger, on ne l'a jamais contesté sur le fond ses déclarations, puisque de toute façon c'est interdit. Et donc on a créé ce système de diabolisation qui marche. Enfin, je veux dire, si j'en veux pour preuve la manière dont les réactions que suscite l'énoncé juste de ces noms-là que je viens de citer. Forisson, Garaudy, Dieudonné, Soral. Voilà. Et donc, voilà, ce sont des combattants, voilà, et qui malheureusement ont à affronter un système terrifiant, puissant, dogmatique, et qui ne tolère aucune réserve. Pour aboutir à ses fins. Monsieur Cohen, oui. On voit en ce moment des agressions des soldats de l'IDF Oui. sur Al-Aqsa. Oui. On dit derrière, on va me prendre pour un conspirationniste, mais je pose la question quand même, qu'il y a une volonté messianique des juifs talmudistes, en même temps sionistes, vous connaissez comment on est passé l'un à l'autre, pour reconstruire le troisième temple. Oui. Donc de détruire la mosquée d'Al-Aqsa. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos idées par rapport à ça? D'abord, il y a plusieurs aspects. L'aspect religieux, l'aspect... voilà. Il y a un aspect philosophique, mystique, évidemment. il y a un aspect mystique qui se développe en Israël, qui est assez impressionnant. Dont a parlé M. Anderlin. Oui. Et ce qui est, d'ailleurs, moi-même, j'assiste à ce phénomène, et j'en ai parlé dans une vidéo sur l'oligarchie du sionisme, sur cette montée du mysticisme juif. C'est-à-dire même des juifs athées, même des juifs non religieux, subissent ce mysticisme, c'est-à-dire cette espèce d'espérance messianique. Oui. Et donc ce messianisme ne peut évidemment s'établir que sur la place de l'ancien temple et de reconstruire ce temple. Bon. Maintenant, c'est sûr que, vous savez, en 69, je me souviens, c'était la première fois que j'ai visité Israël. Année érotique. Oui. C'est mes références historiographiques. Oui. D'accord. Et je me souviens à l'époque qu'il y avait déjà une tentative d'incendie d'Al-Aqsa. Et on l'avait mis sur le compte. Et à l'époque, j'étais encore un peu naïf, c'est vrai, vous savez. D'incendie beaucoup. Ah oui, d'incendier la mosquée. C'était un Australien. Oui, et on avait dit un fou a tenté d'incendier. Bon, évidemment, on a dit c'est un fou, etc. Donc, vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit, je regrette d'avoir oublié le nom, lorsqu'on a conquis, quelqu'un de très important, un homme politique très important de la scène israélienne, il avait dit, lorsqu'on a conquis Jérusalem en 67, on a fait l'erreur de ne pas avoir rasé, il fallait raser Al-Aqsa tout de suite. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est dans
dans les cartons, Non, dans l'inconscient. dans l'inconscient et dans les cartons des Israéliens, comme le fait par exemple de s'emparer de l'autre rive du Jourdain. Et donc, il y a encore aujourd'hui probablement l'ancienne classe politique, comme celle de Netanyahou, qui a encore des frilosités diplomatiques. C'est-à-dire, ils sont conditionnés, par le jeu diplomatique traditionnel. Mais le jour n'est pas loin. S'ils pouvaient. Non, le jour n'est pas loin où Avigdor Lieberman ou Naftali Bennett viendront au pouvoir. Parce que aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, Netanyahou est un modéré. Et donc, le jour où Naftali Bennett ou Avigdor Lieberman viendront au pouvoir, à ce moment-là, ils poseront réellement, ils joueront carte sur table. Eretz Israël. Voilà, c'est-à-dire Eretz Israël. Oui, c'est-à-dire ils essaieront probablement de chasser une partie des Palestiniens et de vider encore plus Jérusalem. Et donc en fait, c'est vrai que ça fait partie, et il y a une espèce de retour du religieux, moi je dirais presque du mysticisme, plus que du religieux, dans la société israélienne. Et encore moins du politique. C'est un repli sur soi, dans cette forteresse idéologique, mystique juive, et qui justement, et ça fait partie des éléments qui me font dire qu'Israël ne peut jamais faire la paix. Et donc Israël est condamné à aller toujours de l'avant, à faire une politique d'expansionnisme, de domination, qui amènera à sa perte. Vous savez, il y a des gens en Israël qui le disent, et pas n'importe qui, enfin je veux dire des gens très, très au fait, mais ils sont lancés dans une entreprise qu'ils ne peuvent plus arrêter. Je veux dire, ils creusent eux-mêmes leur propre tombe. Parce que il ne peut pas y avoir de solution politique ni pacifique. Ça ne peut aller que vers une conflagration générale. Est-ce que c'est pas le but certaines personnes disent qu'il faille qu'il ait soit une grande crise économique, provoquer une guerre pour que Israël puisse être. Vous connaissez Imram Hossein. Voilà. Imram Hossein dit que Pax Italica, Pax America, Pax Judaica. C'est que le dernier empire, qui est messianique, serait que les Juifs dominent le monde dans la paix. Parce que ce qui est intéressant dans cette question que je vous pose, là, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'Israël ne peut dominer que par la violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Pour l'instant. Oui. Mais la violence pour amener la paix. Non. C'est ce qu'il propose. Non, le monde arabe aujourd'hui, il se soumet, certes, mais c'est provisoire. C'est-à-dire que le monde arabe et le monde islamique n'accepteront jamais la domination israélienne. Et donc, et moi je pense enfin moi c'est mon credo, c'est-à-dire je connais suffisamment la société marocaine qu'on peint comme une société libérale, enfin tolérante, modérée, etc. Ils ont une haine d'Israël, quelque chose d'incroyable. Viscérale. Ah oui, bien sûr. Les peuples arabes sont outrageusement anti-israéliens, anti-sionistes. Donc, ils n'attendent que le moment, et le moment viendra, c'est l'histoire. Ce n'est pas une question d'années ni de décennies, c'est une longue histoire. Et je dirais même qu'Israël, aussi fort qu'il paraisse, pour moi, c'est un colosse au pied d'argile. Et je regrette que les Palestiniens se trouvent dans un état de soumission tel qu'ils n'utilisent pas leur arme fatale contre Israël. C'est quoi? Et c'est ça la soumission. C'est quoi l'arme fatale? Non, mais c'est ça la soumission idéologique, intellectuelle et culturelle. L'arme fatale des Palestiniens, c'est quoi? C'est de dire de ne plus jouer le jeu des négociations et de deux États. C'est-à-dire que de dire aux Israéliens, voilà, vous savez, dès que Mahmoud Abbas dit je dissous l'autorité palestinienne, tout de suite Obama l'appelle, François Hollande, voilà un chèque de 200 millions, voilà un chèque de 400 millions, juste garder cette... Mais en fait, si l'autorité palestinienne, et ça arrivera,
ça finira par arriver, parce que combien de temps les Palestiniens vont vivre comme des esclaves? Et donc, le jour où ça viendra, c'est-à-dire que l'autorité palestinienne dira qui paye la colonisation aujourd'hui? L'Europe et l'Amérique. Pourquoi? Parce qu'en fait, Israël colonise et occupe, et c'est les forces palestiniennes qui assurent la sécurité des colonies. Ah ben oui, qui assurent les routes des contournements réservés aux Juifs. Et l'autorité palestinienne, qui a une centaine de milliers de fonctionnaires qui sont payés par l'Europe pour assurer cette mascarade. Alors que si l'autorité palestinienne disait « prenez tout, occupez tout, mais occupez-vous de tout », ça veut dire que les tanks israéliens vont revenir à Ramallah, ils vont surveiller, ils vont gérer l'éducation, ils vont gérer la santé, et il deviendra le pays occupant. Et ça, dans les circonstances actuelles, le monde ne peut plus le tolérer. Oui. C'est-à-dire qu'en quelques mois, la moitié des pays reprend leurs relations diplomatiques, boycotteront Israël. Et c'est pour ça que le monde entier, je dis bien le monde entier, il est tenu juste dès que Mahmoud Abbas, regardez comment on le cajole, alors que c'est un caniche, il ne vaut rien. On le traite comme le plus grand des présidents. On lui fait des égards de tout, alors qu'il... Pourquoi? Parce qu'il est très important dans ces jeux d'échecs. Mais combien de temps il peut tenir? C'est ça le truc. 5 ans, 10 ans. Donc en fait, Israël paraît une force colossale, mais c'est un colosse au pied d'argile. Dernière question. Ouais. On la met ou on la met pas? C'est une question que je vous pose à vous, monsieur Cohen. J'ai beaucoup de batterie, mais... Jacob, il y a une chose qui m'intéresse en ce moment. C'est très personnel, et je vous pose la question à vous, qui êtes une sorte de penseur intellectuel, enfin bref, vous savez très bien, comme moi je suis comme vous. Hein. L'usure. Oui, pardon? L'usure oui. Est interdite dans 2 religions sur 3. Oui. Est-ce que vous pensez que l'usure a fait que le monde est dominé par les Juifs aujourd'hui? Mais non. Mais vous savez, l'usure, moi ça me fait rigoler parce que les gens ne connaissent pas l'histoire des Juifs. Je vous assure. Non, mais l'histoire de l'usure m'intéresse plus que l'histoire des Juifs. Non, oui, je vous raconte l'histoire de l'usure des Juifs, exercée par les Juifs. C'est quoi? L'usure était interdite par les catholiques. Voilà, très bien. Et les catholiques ont invité des Juifs à jouer le rôle de banquier. D'accord? Et ils faisaient le rôle de banquier. C'est ce que j'ai appris chez les Nathan. Très bien. Et c'est aussi une façon pour les Juifs d'avoir développé ces qualités, ces capacités. Sauf que ces Juifs banquiers, le jour où le prince voulait faire cadeau à ses sujets, on avait marre du banquier juif. Il le convoquait, il le pendait, et il confisquait ses biens. Donc je veux dire, c'est pas... Vous savez, combien de financiers juifs, non mais c'est vrai, non, mais combien de banquiers et de financiers juifs, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les pays chrétiens, ont été traités de cette façon-là. C'est-à-dire, au bout, on les laissait faire 10-15 ans, et puis après, pour une raison ou une autre, on leur... Vous pensez qu'ils étaient eux-mêmes manipulés? Non, en leur laissant la fonction d'user? On avait besoin d'eux. Mais pour une raison ou une autre, historique, etc., on leur coupait la tête, on confisquait leurs biens, puisque c'était des gens qui n'avaient aucun pouvoir politique. C'est-à-dire, ils étaient là, les Juifs dans les pays chrétiens, dans les pays musulmans, n'avaient aucun pouvoir politique, citoyen, etc. C'est-à-dire, ils étaient à la merci. Monsieur Cohen, vous connaissez l'histoire vraie de monsieur, du juif Sus. Vous connaissez? S-U. Bon, oui. Je suis sûr que vous connaissez. Bon, je sais que vous aimez le cinéma. Oui. C'est un film anti-juif, antisémite. D'accord. Qui mais je l'ai pas vu, je crois pas que je l'ai pas vu. Alors, on en discutera. C'est pas grave. Une prochaine fois. Oui. Merci infiniment en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Cohen. Au revoir. Merci. Au revoir.